Autre thème auquel Mansa s'est attaqué et qui va faire encore longtemps l'objet d'un travail méthodique, l'économie et les finances. Un thème tout aussi capital auquel il faut vite apporter des réponses pour changer les conditions de Dubaï. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats Arabes Unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller, sauf bien sûr les autochtones, les Bédouins. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas 7 étages. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains francophones. C'était il y a 50 ans. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts de l'économie du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui en manquait tant. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardins. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats Arabes Unis attirent les investisseurs du monde entier. Pendant ce temps, regardez la Guinée avec ses énormes richesses minières, son potentiel hydraulique qui continue pourtant de vivre dans le noir, sans électricité. Parce que j'ai des frustrations quand je vois mon continent tel qu'il est aujourd'hui. Je ne suis pas à l'aise et je sais qu'on mérite mieux. Regardez la RDC que l'on qualifie de scandale géologique tant il est riche de ressources, avec son immense potentiel de Inga qui pourrait fournir l'électricité à tout le continent. Il est encore le théâtre de coupures intempestives d'électricité. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est ton frère Jacques Nkana. Je vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Je crois que vous vous portez très bien, nous aussi également. Je suis en train de continuer toujours avec la pensée de vous exposer ce que Massa est en train de préparer actuellement pour l'Afrique. Il y a de cela quelques semaines passées, Alain Foka avait fait une sortie médiatique en train de présenter Afromédia et Massa. En présentant Massa, actuellement, il est en train de présenter le projet dont Massa est en train d'élaborer pour le changement de l'Afrique. Parmi les numéros que Massa a y a présenté, aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose dont une partie de ce qui concerne le survie du peuple africain dont Massa est en train de cibler. Massa est en train de cibler aussi à améliorer l'économie et les finances des peuples africains. Parce que, mesdames et messieurs, nous avons une population pauvre. Nous avons tant de richesses, nous sommes en train de s'inventer de ça presque partout. Mais la grande question dont on doit se poser, est-ce que l'Afrique est en train de bénéficier de ces richesses ou ce sont ceux de l'extérieur qui sont en train de bénéficier de nos richesses? Parce que, mesdames et messieurs, vous le savez bien que moi, on devait être un continent respecté. On devait être un continent protégé. On devait être un continent sécurisé. Mais pourquoi il y a tant de souffrances actuellement? Est-ce que nous sommes en train de suivre le dirigeant qui n'aime pas l'Afrique ou c'est la cause de nous les Africains? Souvent nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Voilà pourquoi le peuple africain est en train de souffrir. Et dans cette occasion-là, c'est là que ça va intervenir Massa. Je ne mettrai pas tant de commentaires là-dessus. Je vais juste vous laisser d'abord à suivre cette partie de ce film écrit par Alain Foka et vous ne serez pas déçus. Autre thème auquel Mansa s'est attaqué et qui va faire encore longtemps l'objet d'un travail méthodique, l'économie et les finances. Un thème tout aussi capital auquel il faut vite apporter des réponses pour changer les conditions de vie des populations. Il faut des décennies de croissance soutenue pour sortir les populations de la pauvreté. Donc notre modèle ne se prête pas à avoir une croissance soutenue de manière consistante. Ce qui fait que cette croissance dont tu parles, elle monte, elle descend,
Elle est rarement à 2 chiffres, très rarement à 2 chiffres. Je pense que quand on est à 8%, on est très content. Mais quel est le taux de croissance de la population dans nos pays? On nous enfume avec des choses qui semblent être conformes. Le protectionnisme, la neutralité, des concepts en fait qui ne tiennent que quand tout va bien. En ce qui concerne les richesses, en particulier les richesses minières, ce que j'observe dans beaucoup de pays, mon pays d'origine, la Guinée, au Congo que je connais un peu, au Zimbabwe que j'ai visité, au Gabon, au Nigeria, c'est qu'il y a très peu de transformation de ces matières premières. Je travaillais dans un pays qui faisait, dans une compagnie qui faisait de l'exportation de bauxite. Vous savez c'est quoi la bauxite? C'est juste des cailloux qu'on concasse, qu'on sort du sol, qu'on concasse, qu'on sèche et qu'on exporte. Et on consomme cette bauxite-là en achetant des feuilles d'aluminium, des choses comme ça. Mais la matière première, chez nous, aucune transformation locale. Quand il n'y a pas de transformation locale, il n'y a pas de valeur ajoutée locale, il n'y a pas d'effet d'entraînement sur l'économie, il y a très peu de création d'emplois. Donc ce modèle colonial-là, il a été répliqué partout. Aujourd'hui, la diaspora brille surtout par les transferts d'argent. Nous avons vu en 2022, la diaspora a transféré en Afrique subsaharienne près de 53 milliards de dollars. Cet argent va principalement en frais de bouche et de santé. Le chantier dans ce domaine de l'économie et des finances est pharaonique. Comme dans d'autres secteurs, j'ai envie de dire, puisque dans le troisième thème, celui des ressources naturelles, le sol et le sous-sol, les incongruités sont légion malgré les fantasmes sur notre richesse. Nous sommes dans l'extraction, on sort de terre et on le rend disponible en concentré ou en minerai ou en métal cathode. C'est plus la richesse. Au XVIIIe siècle, c'était la richesse, mais la richesse, c'est dans l'application qu'on en fait et l'amélioration du bien-être des autres parce qu'on l'utilise. Nous nous sommes contentés de rendre disponible au reste du monde ce que nous avons comme dotation. Elle ne deviendra richesse pour nous que quand nous serons aussi dans la partie de l'application et c'est nous qui facturons l'application. Pétrole. Combien de pays raffinent leur pétrole? Non. On sort le pétrole et on l'exporte brut. Dans beaucoup de ces pays qui sont des pays producteurs de pétrole, on a des pénuries de carburant. Comment expliquer ça? Donc, on a juste perpétué le modèle colonial d'exploitation des matières premières non raffinées pour nourrir les industries de l'Occident. La souveraineté alimentaire. Imaginez lorsque vous avez des chocs mondiaux. En Côte d'Ivoire en 2011, à cause juste des problèmes politiques, la plupart des bateaux ne pouvaient plus arriver à Abidjan. On avait pris des mesures pour empêcher cela. Mais le riz, ça vient par les bateaux. Donc aussi longtemps qu'on allait durer dans cet affrontement de 2011, les Ivoiriens allaient avoir un problème pour s'alimenter. C'est totalement hallucinant. Alors que nous avons de la terre, notre nourriture ne peut pas dépendre de l'extérieur. Pour moi, je considère que ces marchés ont fait sur la tête. En 2025, nous allons dépenser 110 milliards de dollars pour pour importer des aliments que nous allons consommer. Comment renverser cette tendance? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Chaque année, nous produisons une richesse et on prend ces richesses pour donner à l'étranger pour pouvoir acheter de quoi manger. Et on se rend compte que ces produits les plus importés en alimentaire, ce sont des produits que nous pouvons cultiver sur place. Donc même sans changer notre modèle alimentaire, on aurait pu les cultiver sur place et les adopter. La souveraineté, la sécurité alimentaire, c'est juste un défi existentiel. Si vous ne pouvez pas assurer que vous allez manger, vous êtes juste en sursis. Vous êtes sous perfusion et celui qui tire la perfusion peut l'arrêter à tout moment. Effectivement, des quantités de terres arables non exploitées. C'est un continent, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend, c'est un continent qui est béni des dieux. Il y a effectivement le soleil, il y a la main-d'œuvre, il y a la demande. Qui en plus est en train de croître avec effectivement le boom démographique du continent. Donc on se dit finalement tous les ingrédients sont là pour créer une filière qui soit non seulement capable d'assouvir les besoins locaux, mais aussi
d'aller nourrir le reste de l'humanité, parce que finalement ça peut être ça la vision. Aujourd'hui, l'importation alimentaire représente jusqu'à 80% des denrées consommées dans certains pays africains. On a un tel flux d'import de denrées alimentaires, ne serait-ce que par le jeu du nombre en fait. Avons-nous réellement la capacité à contrôler? Premièrement, on a vu, alors on n'en parle pas beaucoup, mais en faisant quelques investigations, on s'est quand même rendu compte que les accidents liés en fait à des problèmes d'indigestion, d'intoxication alimentaire, il y en avait quand même, que c'était pas des épisodes, enfin des problématiques épisodiques. Nous sommes confrontés à des importations, très grandes importations de ces denrées alimentaires qui ne sont pas toujours sains, très sains pour notre santé, et qui parfois dans les pays où ils sont produits ne sont pas soumis aux mêmes règles qui sont consommés dans leur pays de production et qui sont produits exclusivement parfois pour nos pays africains, donc où on n'a pas trop de regard et ils produisent pour que ça soit moins cher. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que on n'a aucun contrôle sur la fixation du prix de ces matières premières-là. La bauxite que je connais, les prix ne sont pas décidés en Guinée. Ils sont décidés sur des bourses à Londres ou ailleurs. Le pétrole, c'est la même chose. Le café, cacao, c'est la même chose. Le coton, c'est la même chose. Donc, quand les prix sont bons, alhamdulillah, on a des recettes importantes. Quand les prix sont bas, on a des recettes qui déclinent. Ce qui fait que vous regardez nos taux de croissance, ils font yo-yo. On a rarement vu, ou jamais vu, sur des longues périodes, des taux de croissance qui croissent. On n'a pas besoin de réfléchir pour se mettre dans l'agriculture. L'Afrique ne peut pas s'en sortir tant qu'elle n'aura pas pris conscience de ce que c'est que ce potentiel et d'en tirer totalement tout le profit qu'il y a à l'intérieur. Là où je suis vraiment passionné par ça, parce que j'ai suivi ça en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie. Je me suis intéressé parce que quand vous arrivez là-bas, ils mangent les mêmes fruits que nous. Ils mangent les mêmes légumes que nous. Et les plats sont quasi identiques. Mais c'est à un prix totalement dérisoire. Parce qu'une fois qu'ils sont dit, on mange que ce qu'on sait faire, on n'importe pas, le pouvoir d'achat de $50 devenait abordable pour se nourrir. Mais tant qu'on doit importer tout, forcément, quand vous vous obligez de boire du lait, qui n'est pas dans toutes les cultures africaines, vous vous compliquez la vie. Vous vous compliquez vous-même la vie. Et vous croyez, vous vous convainquez, surtout ceux qui sont instruits, qu'un enfant doit avoir un bol de lait le matin. Il faut quand même déconstruire d'abord quelques idées reçues. Quand on vous parle des origines des aliments, c'est un peu comme si, avant que les colons n'arrivent, enfin, on pourrait même se demander ce qu'on mangeait, puisque dès qu'on cite quelque chose, on te dit ça, c'est venu du Mexique, c'est venu et ainsi de suite. Mais les recherches sur la base des ADN, sur la base des fruits du sol, montrent clairement que c'est le contraire. On n'a pas pris que les esclaves en Afrique, on a aussi pris les plantes. Il est démontré que l'essentiel de ce qu'on mange, qu'on a mangé aux États-Unis, venait de l'Afrique. Il est démontré, quand vous regardez la route du sel et tout ce qu'on a pu trouver, qu'avant l'arrivée du colon, dans les années 1200-1300, on mangeait des aliments cuits et très diversifiés. C'est-à-dire on avait déjà le pastèque, l'ail, l'igname, ainsi de suite. Disons, c'est la culture. Tant que vous véhiculez dans vos chaînes de télévision une certaine façon d'avoir une société consommatrice, la personne ne voit pas la pertinence de pouvoir revenir à sa nourriture habituelle. Pourquoi voulez-vous qu'il commence à croire dans le jus du bissap pendant qu'on dit que le Coca-Cola est meilleur? Premier point de départ. Et nous produisons souvent ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Donc ce qui fait qu'il y a des grosses importations de produits alimentaires. Il faut donc au niveau réglementaire, on décide quelles sont les matières premières que nous pouvons transformer. Qu'on mette en place des chaînes de valeur. Ça ne peut pas être toutes les chaînes de valeur, mais au moins quelques-unes d'abord. Des chaînes de valeur qu'on maîtrise d'un bout à l'autre et qu'on contrôle et sur lesquelles on met les protections nécessaires. Ça va marcher et ça va nous permettre, ça va nous décoincer. Dubaï,
Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats Arabes Unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller, sauf bien sûr les autochtones, les bédouins. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas 7 étages. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains francophones. C'était il y a 50 ans. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts de l'économie du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui en manquait tant. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardins. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats Arabes Unis attirent les investisseurs du monde entier. Pendant ce temps, regardez la Guinée avec ses énormes richesses minières, son potentiel hydraulique qui continue pourtant de vivre dans le noir, sans électricité. Parce que j'ai des frustrations quand je vois mon continent tel qu'il est aujourd'hui. Et je ne suis pas à l'aise et je sais qu'on mérite mieux. Regardez la RDC que l'on qualifie de scandale géologique tant il est riche de ressources, avec son immense potentiel de Inga qui pourrait fournir l'électricité à tout le continent. Il est encore le théâtre de coupures intempestives d'électricité. Bravo pour cet exposé, la grande famille Massa. La réalité est enfin exposée et dénoncée. Cette chronique a touché une corde en moi dont j'ignorais l'existence. Voici les genres d'initiatives que l'Afrique a besoin afin de booster nos déterminations, notre vision, notre manière de comprendre l'Afrique. L'Afrique a besoin de ces tels de projets, de ces telles initiatives, afin que l'Afrique puisse changer. Et je dis un grand merci pour Massa, pour cette réalisation et pour cette richesse exposée en Afrique. Et je crois qu'en Afrique, nous n'avons pas seulement les gens qui sont en train de rêver. Nous n'avons pas seulement les gens qui ne savent pas comment réfléchir. En Afrique, nous avons des gens intelligents. Nous avons des gens qui ont des projets. Nous avons des gens qui aiment l'Afrique. Moi, je les appelle les dignes fils de l'Afrique. Voilà pourquoi notre génération doit prendre cette responsabilité. La jeunesse africaine doit prendre en charge cette vision. La jeunesse africaine doit se réveiller et de changer sa façon de réfléchir. Pourquoi seulement manger européen? Pourquoi seulement manger en américain? Et c'est là qui rend le peuple africain pauvre. La grande question dont je me pose, avant que les colonisateurs puissent venir ici, en Afrique, comment on vivrait? On mangeait comment? Est-ce qu'on importait la nourriture? Est-ce qu'on importait le fromage? Est-ce qu'on importait le fruit? Même le poisson, des fois nous sommes en train d'importer. Pourquoi souffrir le peuple africain comme ça? Au moment où nous avons tant de richesses, pourquoi ne pas assis, se mettre sur une table, élaborer les projets? Pourquoi ne pas soutenir Alain Foka? Pourquoi ne pas soutenir les Massa pour l'évolution et les changements de l'Afrique? Les autres sont en train de venir ici, prendre nos richesses. Ils venaient même avant la colonisation, avant l'indépendance, j'allais dire. Ils venaient afin de voler nos caoutchoucs, afin de voler tant de richesses. Et ces choses-là sont en train de continuer jusqu'à présent. Mais pendant ce temps, nous les Africains, nous sommes en train de rêver. Et le temps est fini de rêver. Pourquoi? Parce que Massa est venu réveiller notre ignorance, mettre la lumière pour éclairer l'ignorance de notre existence. Moi, personnellement, je suis fatigué de voir l'Afrique en train de souffrir. Et c'est maintenant le temps de viser, de voir qu'est-ce que nous devons faire sur l'économie et les finances de l'Afrique. Pourquoi ne pas créer une monnaie auquel nous serons en train de manger ensemble en Afrique pour essayer un peu de voir comment élever l'économie et les finances des peuples africains. Nous ne sommes pas un peuple pauvre, nous sommes un peuple riche, mais il faut seulement mettre les idées en place et changer comment développer l'Afrique. Nos autorités doivent éviter tant de discours et l'agonisme du pouvoir. Ils doivent se mettre au travail pour construire notre beau Afrique. Parce que des fois, il faut arrêter de trop parler. Il faut arrêter de trop crier. Il faut arrêter de tant réfléchir. Nous avons tant
eu le temps, nous avons tant réfléchi. Nous avons eu beaucoup de temps afin de réfléchir. Actuellement, c'est le moment de mettre les choses en action. C'est le moment d'agir. C'est le moment de quitter les discours et de prendre les choses à main. De viser comment développer l'économie et la richesse de l'Afrique. Nous ne sommes pas un peuple pauvre. Malgré nous sommes en train de souffrir maintenant là. L'Afrique va changer bientôt. Avez-vous vu la richesse de la RDC? Avez-vous vu le pétrole du Niger? Ces gens-là sont en train de quitter leur pays afin de venir ici en Afrique pour s'enrichir. Pendant où nous, même les Africains, nous sommes en train de souffrir. Et ces choses-là vont cesser. Parce que Massa est venu afin d'éclairer notre ignorance. Voilà pourquoi je dis merci beaucoup, monsieur Alain Foka. Vous devez envoyer cette vidéo à tous les dirigeants africains. Afin qu'ils comprennent qu'ils doivent changer la mentalité. Et changer aussi la façon de diriger. Afin de pouvoir élever notre beau et chère Afrique. Que Dieu bénisse tous les membres de Massa. Je suis Massa, tu es aussi Massa. Rêvons pour le changement de notre Afrique. Je vous aime beaucoup. Essayez un peu de commenter à propos de ce que vous avez compris au travers de cette vidéo. C'était ton frère Jacques Nkana. Et un grand merci à Ingénieur Mouna. Le Congo ne tombera jamais. Car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais Téléma Bipaï Bissosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non 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 Congo